Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous écouter. Les entretiens entreprises enseignants continuent par une table ronde que j'ai l'honneur d'animer. Je m'appelle Stéphane Marchand, je suis le rédacteur en chef du magazine Pour l'Écho. Et nous allons aujourd'hui poser et répondre à une question qui est très simple. L'entreprise est-elle à la hauteur de ses responsabilités sociétales ? Évidemment, c'est une question piégée parce que c'est très très difficile à une question pareille de répondre oui, mais nous allons tenter d'avoir un débat équilibré et de donner tous les côtés du sujet. J'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui 3 intervenants pour répondre à cette question avec moi. Pierre Ferracci, à ma gauche. Pierre, vous êtes président du groupe Alpha, qui est en gros un groupe de conseil qui donne des conseils en matière de relations du travail, et de manière plus générale le recrutement, tout ce qui tourne autour du travail. Et puis, donc vous êtes un chef d'entreprise au passage, c'est très clair. Et vous êtes un doublement chef d'entreprise, puisque vous êtes également président du Paris Football Club, qui est une entreprise aussi. Vous pourrez nous en parler éventuellement. À ma gauche encore, Marie-Alette Grard, vous êtes présidente d'ATD Carmonde. C'est une association, une ONG que l'on connaît parfaitement évidemment, et votre mission tient en 2 mots, lutter contre l'extrême pauvreté. Donc c'est à la fois très simple et extrêmement difficile, j'imagine. Et puis à ma droite, Nicolas Froissart, vous êtes co-dirigeant et porte-parole du groupe SOS. Donc le groupe SOS est un groupe de l'économie sociale et solidaire. Vous avez énormément d'activités, vous nous en parlerez un petit peu tout à l'heure. Et puis vous n'êtes pas une petite entreprise ESS, vous êtes un énorme groupe. Je rappelle que votre chiffre d'affaires dépasse le 1 milliard d'euros. Et donc, on voit que l'ESS peut être économiquement, financièrement très, très significative. Alors, l'entreprise est-elle à la hauteur de ses responsabilités sociétales ? J'aimerais commencer par vous, Pierre Ferracci. Non pas pour vous demander si le groupe Alpha est à la hauteur de ses ambitions sociétales, parce que ça serait vraiment trop facile comme question, mais vous demandez, à votre avis, cette question est un petit peu piégée en France. Est-ce que l'on peut honnêtement répondre quelque chose ? Est-ce que l'on peut honnêtement dire telle entreprise a atteint ce qu'elle devait faire pour la société ? Que doit faire l'entreprise pour la société ? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on lui en demande trop ? On sait très bien par exemple que dans les sondages de popularité, les entreprises arrivent très très haut, alors que les syndicats sont très bas, alors que les journalistes n'en parlent pas, alors que les hommes politiques, les partis politiques sont très bas, eh bien l'entreprise, surtout les petites entreprises, sont très hauts, comme les hôpitaux, comme les ONG. Donc c'est un moment a priori favorable pour les entreprises. Et pourtant. Donc j'aimerais que vous répondiez, comment répondre ? La question est délicate. Moi, je dirais que tout dépend de ce que font les entreprises les unes après les autres. Il n'y a pas de réponse générale. Ce qui est certain, c'est que depuis quelques années, elles sont soumises à des pressions très fortes de l'opinion, des politiques, de l'Europe, des collectivités locales aussi. Je prendrai peut-être l'exemple tout à l'heure de l'industrie automobile, qui est confrontée à des défis majeurs aujourd'hui pour basculer dans le tout électrique. Après que les constructeurs aient pendant des années d'ailleurs défendu avec beaucoup de force le diesel, au prix parfois, comme on l'a vu avec le Dieselgate, de quelques scandales à la clé pour camoufler un petit peu la réalité. Donc on leur demande beaucoup. Moi j'ai tendance à dire qu'il y en a pas mal qui font ce qu'elles peuvent, et l'exemple de la Covid en ce moment, de la crise sanitaire, montre bien que confrontés à des défis qui ne sont pas simples, protéger la santé des salariés, mais en même temps maintenir l'activité économique de l'entreprise, je trouve que la plupart du temps, au travers d'un dialogue social qui est peut-être un peu meilleur qu'on ne le dit souvent, elles ont trouvé les bons équilibres. Bon, après, aujourd'hui, le défi qu'elles rencontrent, quand je disais qu'il n'est pas simple, il ne consiste pas simplement à prendre, comme les politiques le leur demandent, en compte, par exemple, les enjeux environnementaux. Tout le monde en parle, l'écologie est à toutes les sauces aujourd'hui, et puis comme on est en campagne présidentielle, je pense que ça va s'accentuer. Le problème d'une entreprise, c'est de trouver un équilibre entre les enjeux économiques. Il faut quand même préserver la croissance, même si celle-là est aussi mise en cause par certains. Les enjeux sociaux. Moi, je dis toujours que la mère de toutes les batailles ou de toutes les réformes, c'est la lutte contre les inégalités sociales. Et puis après, les enjeux environnementaux et la protection de la planète. Si on ne trouve pas cet équilibre-là, on sait ce qui nous attend, les gilets jaunes, les bonnets rouges,
La fronde, c'était l'écotaxe. C'était la taxe carbone, c'est-à-dire qu'on arrive, si on ne tient pas compte des enjeux d'emploi, des enjeux de pouvoir d'achat, des enjeux de gestion de la transition, des transitions massives qui vont devoir s'opérer, on arrive à développer des courants très populistes et parfois très populaires contre les objectifs environnementaux. Ce qui est un peu stupide, parce que tous ceux qui étaient dans la rue avec les gilets jaunes n'étaient pas là pour se battre contre la protection de la planète. Mais la taxe carbone, il n'y avait pas que ça, hein, il y avait d'autres enjeux derrière ce mouvement, mais la taxe carbone, c'était le révélateur de problèmes qu'ils n'arrivaient pas à résoudre, de déplacement, de pouvoir d'achat, d'emploi aussi, d'amener les enfants à l'école, etc., etc. Donc je pense que l'enjeu pour les entreprises, c'est pour ça que ça va être délicat, c'est de trouver les solutions à cette équation. J'évoquais l'industrie automobile. Regardez ce qui s'est passé. Pendant des années, les constructeurs, notamment les constructeurs allemands d'ailleurs, qui sont les premiers aujourd'hui à dire qu'il faut basculer dans le tout électrique, ont freiné pour défendre le diesel. Au prix, je le disais tout à l'heure, de manœuvres parfois frauduleuses. Aujourd'hui, on y va à fond. Mais derrière, il y a des suppressions d'emplois massives dans les fonderies, dans la filière diesel. Et puis, il n'y a pas toujours les moyens d'assumer les transitions collectives. Et puis ceux qui vont prendre les emplois de demain ne sont pas forcément ceux qui perdent les emplois d'aujourd'hui. Donc il y a une question aussi de rythme qui va être posée aux entreprises. Quand il y a une collectivité locale qui dit en 2024 plus de diesel, celle-là par exemple et d'autres aussi grandes, quand l'Europe dit ce qu'on devait faire en 2040, on va le faire en 2035, on voit bien que l'accélération est massive. Jean Pisani-Ferry disait récemment dans un article qu'elle va être extrêmement brutale, la transition. Donc, soit on réfléchit au rythme, et de temps en temps, on met un peu la pédale douce, sans passer pour des huluberlus qui ne veulent pas défendre la planète, soit on se donne les moyens d'aller vite, et d'aller même très vite. Et là, il y a des enjeux de formation qui peuvent s'opposer dans les entreprises, mais aussi dans les branches, mais aussi au niveau national, mais aussi au niveau européen, et qui peuvent s'opposer à la fois pour les individus, mais aussi pour l'entreprise, qui a sans doute un rôle à jouer dans la façon de protéger l'environnement, mais en faisant en sorte que le social et l'économique suivent ce rythme-là. Autrement, je pense qu'on réveillera de vieux démons qui s'opposeront à des enjeux écologiques que tout le monde partage aujourd'hui. En tout cas, dans le débat intellectuel, tout le monde les partage. Dans la mise en œuvre, il peut y avoir quelques différences d'appréciation. Oui, merci Pierre. Donc en fait, ce que je comprends de ce que vous dites, c'est que la responsabilité sociétale est un terme un peu valise qui comporte en lui-même des contradictions telles que ça peut mener à des catastrophes. C'est-à-dire que si on pratique la responsabilité écologique trop rapidement, on détruit la responsabilité sociale et on crée ce que vous dites. Donc, on est quand même sorti de la cosmétique qui a marqué les débuts de la RSE, les débuts des critères ESG. Aujourd'hui, tout le monde est obligé de faire. Après, tout le monde est obligé de faire, mais chacun fait à sa façon. Et la grande entreprise n'est pas dans la même situation que le sous-traitant qui est dépendant du donneur d'ordre et qui va, lui, se voir imposer des normes économiques qu'il sera obligé de suivre. Lui demander la même chose sur le plan environnemental ou sur le plan social, c'est pas aussi simple que ça. Mais aujourd'hui, on est sorti de cette cosmétique. Il faut quand même se donner les moyens de cette recherche d'équilibre et cette préservation des trois objectifs que j'ai évoqués, économique, social et environnemental. Merci. Alors Nicolas, revenons sur ce que vient d'évoquer Pierre, c'est-à-dire le fait qu'on ne peut pas parler de toutes les entreprises en général, ça dépend du secteur, de la taille, de mille choses. Et l'impression superficielle qu'on pourrait avoir en parlant au patron d'une entreprise sociale et solidaire, c'est que vous avez la partie facile, puisque vous êtes quasiment construit sur la responsabilité. Donc vous avez déjà franchi une énorme étape qui, pour la plupart des entreprises, reste à franchir. Alors, d'abord, dites-nous si c'est vrai. Est-ce que vous avez de la, comment on appelle ça, de la responsabilité by design, comme on dit en technologie, ou est-ce que c'est aussi difficile pour vous d'atteindre la responsabilité sociétale dont on parle aujourd'hui ? C'est une bonne question. Bonjour à toutes et à tous. C'est une très bonne question. Je pense que pour répondre à la question initiale, je crois qu'aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il est parfait, exemplaire sur tous les sujets. Je pense que quand on voit les inégalités galopantes, le rapport du GIEC, ça a été dit à l'instant, enfin, les enjeux sont colossaux et je pense que personne, oui, aujourd'hui, ne peut dire qu'il est exemplaire partout. Alors, pour répondre à la question à l'instant posée, oui, je pense qu'un acteur comme le groupe SOS, qui est associatif, qui n'a pas d'actionnaire et qui est tourné vers l'intérêt général depuis un peu plus de 35 ans, on est né en 84, notre mission, hier, aujourd'hui et demain, c'est de servir l'intérêt général. Donc, c'est de créer des services sociaux pour des personnes en situation, des familles en situation d'exclusion. C'est gérer des hôpitaux, des crèches, des maisons de retraite, des équipements culturels. C'est répondre aux besoins des populations
sur les territoires et y apporter des réponses. Mais je pense que le secteur associatif, c'est en train de bouger et un acteur comme le groupe SOS travaille beaucoup à ces aspects-là depuis quelques années, n'a pas forcément toujours réfléchi à son impact environnemental. Donc c'est quelque chose qui est finalement assez récent, le fait que les acteurs sociaux réfléchissent aussi à l'impact environnemental qu'ils peuvent avoir. Donc nous, on y travaille beaucoup. Voilà, je pense qu'encore une fois, chacun a à apprendre, chacun peut progresser. Mais les enjeux sont tellement importants aujourd'hui qu'il faut effectivement le faire sincèrement, évaluer aussi son impact, là aussi le faire sincèrement. Je pense qu'il faut qu'on développe, le groupe SOS le fait avec un think tank qui s'appelle l'Impact Tank. Moi je suis administrateur d'un mouvement qui s'appelle le mouvement Impact France. On parle beaucoup d'impact aujourd'hui, mais je pense que c'est une réalité parce que pour pas être dans ce qui était dit à l'instant, c'est-à-dire le green ou le social washing, eh ben, il ne faut pas être uniquement dans du discours, mais il faut être clairement dans des pratiques, dans de l'évaluation de ces pratiques. Donc voilà, le mouvement Impact France, dont je suis administrateur, a créé un outil qui s'appelle par exemple Impact Score, qui est en développement, et c'est comment concrètement je prouve mon impact social, mon impact environnemental, la répartition des richesses. Je pense que c'est aussi un sujet. On est parti quand même à l'époque de Ford, l'échelle des salaires était de 1 à 20, de 1 à 30. Maintenant, on peut être dans des échelles de salaire qui sont de 1 à 200, 300. Enfin, il y a des choses quand même qui, même symboliquement, je pense, à partir du moment où il faut que tout le monde se sente sur le même bateau, il va falloir qu'on réfléchisse à tous ces aspects-là qui, à mon sens, sont importants et que la lutte contre les inégalités, c'est aussi un vrai sujet pour qu'à un moment donné, tout le monde se sente concerné et que peut-être les plus riches aussi fassent un effort qui fasse que les moins riches puissent avoir envie de participer aussi à ce combat global. Et pour ça, je pense que le partage de la gouvernance aussi, alors ça a été beaucoup insisté dans la RSE, mais après il faut le montrer concrètement, comment les parties prenantes, comment peuvent être davantage impliquées dans la gouvernance de l'entreprise. Vous allez peut-être dire que je vois les choses par le petit côté de la lorgnette, mais je voudrais revenir sur la question de la taille. Les sondages de popularité dont je parlais tout à l'heure font apparaître une assez grosse différence de réputation des entreprises en fonction de leur taille. D'une certaine manière, plus elles sont grosses, moins elles ont bonne réputation. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Alors vous commencez à être assez gros. Donc vous êtes à la fois l'incarnation de l'entreprise sympa et en même temps, vous passez le milliard d'euros de chiffre d'affaires. Vous allez rester sympa jusqu'à quand? Et est-ce qu'il va falloir prendre des mesures particulières? Parce que structurellement, quand on consolide, les défauts d'une entreprise, c'est mécanique, quoi. Ils arrivent, c'est des hiérarchies lourdes, c'est des... Pour certains, on est déjà plus sympa, c'est déjà fini. C'est-à-dire qu'il y a effectivement pas mal de personnes qui considèrent que small is beautiful et que quand vous êtes trop gros, et vous avez prononcé tout à l'heure ce fameux chiffre d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, nous on parle plutôt de budget, mais forcément vous avez des personnes qui vont trouver ça bizarre, louche, suspicieux, alors qu'en fait, encore une fois, on n'a pas d'actionnaire et que ce milliard d'euros de budget, c'est le budget de fonctionnement de nos hôpitaux, de nos EHPAD, maisons de retraite médicalisées, de nos structures sociales, de tout ce qu'on peut faire au quotidien au service des populations, des personnes en situation difficile, des personnes qui ont besoin d'un job, etc. Donc il y a aussi, je pense, à travailler sur une meilleure culture économique aussi pour que les gens comprennent que, par exemple, un groupe comme le groupe SOS qui fait 1 milliard d'euros de budget, c'est pas 1 milliard d'euros de résultats. On fait, je sais pas, 2, 3, 4 millions de résultats, ce qui est rien pour un groupe de notre taille, qui en plus est réinjecté dans les besoins d'investissement, parce que forcément, quand on gère des hôpitaux, par exemple, les besoins d'investissement sont très importants. Donc je pense qu'il faut aussi, ça va dans les deux sens. Je pense qu'il y a un travail à faire dans les organisations, les entreprises de façon générale, de transparence, de mieux expliquer ce qu'on fait, de ne pas être dans du green ou social washing, parce que ça, je pense qu'un jour ou l'autre, ça vous retombe dessus. Et quelqu'un qui connaît bien le sujet me disait récemment quand même que les grandes banques continuaient à augmenter leurs investissements dans les énergies fossiles. Donc à un moment donné, il va falloir quand même qu'on ait tous une discussion et un débat sur
qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire et comment on en parle pour qu'on soit à peu près tous sur la même longueur d'onde et qu'on soit dans des choses qui vraiment comptent, ont de l'impact. Et puis il y a ce travail-là à faire du côté des entreprises. Et puis je pense qu'il y a un travail, évidemment, on est dans le cœur du sujet en lien avec tous ceux qui éduquent, qui forment au quotidien. Pour que le citoyen soit capable de faire la différence, justement, dans une époque en plus où c'est pas évident de trouver l'information qui permet de répondre de façon pertinente à ces questions. Comment on leur donne, aux jeunes notamment, la possibilité de se faire eux-mêmes leur avis sur la façon dont une entreprise respecte ou pas les enjeux, encore une fois, énormes de ce siècle. Merci. Merci. Marie-Anne Edgar, j'ai laissé les deux patrons parler en premier. Vous, dans ce débat, vous représentez la société. Vous représentez la société, vous représentez même la partie la plus fragile de la société. La partie la plus fragile, vous ne vous occupez pas de la pauvreté, mais de l'extrême pauvreté. Vous allez nous décrire d'ailleurs un petit peu ce que c'est. Et puis j'aimerais vous entendre dire, vous, quand vous regardez une entreprise, c'est quoi d'être responsable par rapport à votre enjeu à vous ? Pas de problème pour que je parle la troisième. Je vous remercie. Alors, la grande pauvreté, effectivement, nous luttons contre la grande pauvreté. Dans notre pays, quand même, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a près de 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. 10 millions de personnes sous le seuil de pauvreté aujourd'hui en France. Et parmi elles, 2 à 3 millions qui vivent dans l'extrême pauvreté. Et l'extrême pauvreté, ce n'est pas un accident de la vie, ça n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. C'est un cumul de précarité, un cumul de soucis dans les domaines de l'emploi, du logement, de l'éducation, de la santé. Et ce cumul de précarité fait que petit à petit, vous tombez dans l'extrême pauvreté et que il vous faudra du temps pour en sortir, hélas. Donc ça, ce sont tout de même beaucoup trop de personnes dans notre pays qui vivent dans l'extrême pauvreté, qui sont souvent dans des emplois extrêmement précaires, voire au chômage depuis trop longtemps. Et si je veux parler de leur relation avec l'entreprise, parce que c'est un lieu qui leur importe, qui leur est cher, comme à tout un chacun. Les gens nous disent souvent que d'avoir un emploi décent, c'est non seulement une sécurité matérielle, mais c'est aussi et surtout une reconnaissance et une possibilité d'exercer véritablement sa dignité. Et ça, c'est vraiment très important. Un monsieur qui vit dans la grande précarité me disait ces jours-ci, je lui parlais de cet entretien ce soir, et il me disait, si peu d'argent qu'on peut gagner par le travail, ça nous change la vie. C'est autre chose que d'avoir de l'argent gratuitement quand on a tellement été rejeté par la société. Donc oui, les entreprises ont un rôle important pour accueillir, permettre aux personnes les plus défavorisées dans notre société d'intégrer les entreprises, d'intégrer des emplois dans les entreprises. Sans doute faut-il que ces entreprises donnent plus de place à des employés moins qualifiés. Ça peut être, l'entreprise peut être un lieu où la parole de chacun est écoutée et respectée par les autres, mais pas seulement pour ce qu'il apporte au chiffre d'affaires, mais pour ce qu'il apporte à l'entreprise de différentes manières. Nous pensons à ATD Quart Monde que chacun peut apporter quelque chose à l'entreprise parce que chacun veut être utile. Utile à l'entreprise, utile à la société. Alors évidemment, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple pour les personnes qui vivent la grande précarité. Ce n'est pas simple non plus pour les entreprises. Comment les employés les plus en précarité sociale peuvent-ils faire partie intégrante de l'entreprise et non pas être relégués chez les sous-traitants des sous-traitants, ou comment leurs apports peuvent-ils être valorisés aux yeux de tous, ou comment faire le mieux possible, faire face le mieux possible aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer plus souvent que d'autres, avec des problèmes de santé, des problèmes d'absentéisme, des problèmes d'horaire, d'irrégularité dans les horaires.
Je ne vais pas être plus longue là-dessus, mais vous proposez à ceux que cela intéresse, nous proposons un parcours de formation sur l'entreprise incluante. C'est notre entreprise qui s'appelle Travailler et Apprendre Ensemble, qui est une entreprise d'ATD Quart Monde, qui est à Noisy-le-Grand, qui propose ce parcours de formation. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il me vient tout de suite une question. Pardon. Il me vient tout de suite une question, peut-être un peu plus politique, mais on est dans un pays où les dépenses sociales sont considérables. Hein, quand vous faites le rapport, alors là, tout le monde le sait évidemment ici, mais les dépenses sociales françaises sur le PIB, c'est énorme. Et c'est un système, reconnaissons-le, qui lutte avec une certaine efficacité contre les inégalités. Mais on aurait tendance à se penser qu'avec ce niveau d'investissement public, l'extrême pauvreté dont vous parlez, et dont vous avez la charge, eh bien, ça devrait être le travail de l'État. Donc, est-ce qu'il y a une compétition entre les entreprises et l'État pour s'occuper de l'extrême pauvreté? Est-ce que la situation que vous décrivez, c'est-à-dire le besoin que vous avez des entreprises, de l'aide des entreprises, reflète une démission de l'État? Ce qui serait quand même curieux quand on voit le niveau des dépenses. Ou alors, est-ce qu'il y a une complémentarité intelligente à trouver entre l'État et les entreprises pour s'occuper de l'extrême pauvreté? Et si tel est le cas, voilà, chacun peut répondre. C'est quoi le rôle de chacun? Moi, si je peux me permettre là-dessus, je prends deux exemples, hein. L'éducation et la formation dans les entreprises. L'éducation, on a des résultats qui, quand on les regarde globalement, sont plutôt dans la moyenne européenne ou la moyenne de l'OCDE. Mais quand on creuse un petit peu, on s'aperçoit que les catégories les plus modestes sont très handicapées en matière d'éducation et que l'ascenseur social, ça fait un petit moment qu'il ne marche plus. Quand on prend le problème des entreprises et de la formation professionnelle, on s'aperçoit aussi, même si la récente réforme de la formation a plutôt corrigé les choses et va dans le bon sens, mais on s'aperçoit aussi qu'on a du mal à former les moins qualifiés. Et du coup à les intégrer dans les entreprises, pour reprendre ce que disait la présidente d'ATD Quart Monde. Moi je crois qu'il y a un gros effort à faire de ce côté-là. Et le problème, il relève à la fois de l'État et des entreprises. L'enjeu de formation dans les entreprises, il est majeur aujourd'hui, à la fois parce qu'il y a des transitions massives, des changements de métier, des stratégies qui sont totalement à revoir, un investissement massif qu'il va falloir faire, mais un désinvestissement massif aussi qui l'accompagne. C'est-à-dire des salariés ou des non-salariés d'ailleurs qui vont être obligés de changer radicalement de fonction, de métier, d'entreprise, de territoire. Donc il faut que la formation devienne un élément clé dans la stratégie des entreprises. Ces dernières années, ce n'était pas tout à fait le cas. La formation, elle était traitée ailleurs, un peu plus dans les branches, un peu plus au niveau interprofessionnel. Ce n'était pas un enjeu de dialogue social. Bon, moi j'en profite pour dire d'ailleurs que quand on parle de responsabilité sociale ou sociétale des entreprises, j'aimerais bien qu'on copie un peu mieux, un peu plus le modèle de l'Europe du Nord, le modèle scandinave, où les parties prenantes, celles qui sont dans l'entreprise, les salariés, sont un peu mieux associées à la gestion des entreprises, au moins dans les conseils de surveillance, pas dans la gestion quotidienne, mais au moins dans les débats sur les grandes décisions qui sont à prendre. Et justement, à partir de là, on s'apercevrait que l'intérêt des deux parties, l'intérêt de l'entreprise, mais l'intérêt aussi des parties prenantes que sont les salariés et les représentants des salariés, c'est que la formation soit demain un peu plus d'actualité qu'elle ne l'a été. Il va falloir investir massivement, il va falloir relever le niveau d'abord, mais surtout mieux le répartir. Parce qu'on s'aperçoit, et même si le CPF, par exemple, le compte personnel de formation, a un peu changé la donne, on s'aperçoit que pendant très longtemps, elle a été vers ceux qui étaient déjà les mieux formés et qui sortaient du système éducatif, de l'éducation nationale, mieux formés que les autres. Donc ceux qui étaient esquintés par le système de l'éducation nationale, il y en a eu, moi je suis fils d'enseignant, ils n'étaient pas rattrapés par la formation professionnelle. Donc là, il y a un lien à établir entre la formation initiale et la formation professionnelle, et surtout à corriger ces inégalités. La principale des inégalités, qui se traduit après par des problèmes économiques et sociaux gravissimes, c'est une inégalité devant l'éducation et devant la formation. Je vais me permettre de prendre la suite parce que je voulais justement parler d'éducation et de formation, parce que c'est quand même un gros souci d'avoir plus de 100 000 jeunes qui chaque année sortent du système scolaire avec aucune formation, avec rien entre les mains, aucun avenir. Ça ne peut pas durer et ça ne cesse d'augmenter. Depuis le début de cette crise Covid, ça a pris des proportions vraiment importantes. Je veux quand même dire aussi au passage que depuis le début de cette crise sanitaire, la grande pauvreté, et c'est la première fois depuis 20 ans, augmente dans notre pays.
C'est une question d'un auditeur qui nous écoute ou qui nous regarde. Donc, ce chiffre de 10 millions que vous donnez, c'est post-crise sanitaire ou c'était déjà le cas avant ? Non, c'était au tout début, c'est à la fin du premier confinement qu'il a été donné ce... Ouais. Oui, malheureusement, on n'a pas le... Voilà. D'accord. Donc l'éducation est vraiment un point très important. On ne peut pas admettre dans un pays comme le nôtre que des milliers de jeunes sortent avec rien du système scolaire. Ce n'est pas possible. Et on ne peut pas admettre non plus que les inégalités se creusent dans notre système scolaire. C'est-à-dire que plus vous êtes issu d'un milieu défavorisé, et moins vous allez être diplômé, moins vous allez pouvoir même choisir simplement votre orientation scolaire. C'est-à-dire choisir le CAP que vous allez passer. Imaginez que nombre de jeunes dans notre pays passent un CAP qu'ils n'ont pas du tout choisi. Comment voulez-vous exercer une profession que vous n'avez pas du tout choisie ? Ça, c'est vraiment la responsabilité de l'État. C'est la responsabilité de l'État. Les entreprises ont la responsabilité de la formation. Et vous le disiez très bien, la formation est plutôt bien développée pour ceux qui ont déjà un niveau de formation important, mais pour ceux qui sont tout au bas de l'échelle, la formation, là, il y a vraiment un gros travail à faire. C'est souvent un cadeau donné à ceux qui ont déjà beaucoup la formation en France. Oui, mais je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire là-dessus pour vraiment pouvoir progresser et avancer ensemble pour former ceux qui sont tout en bas de l'échelle. Bien sûr, bien sûr. Nicolas, il y a des questions qui vous concernent. On aimerait en savoir plus sur le groupe SOS. Qu'est-ce que vous faites comme actuellement ? Quelle est votre action dans ce cas de crise sanitaire, etc. Alors le groupe SOS, comme je le disais tout à l'heure, historiquement lutte contre les exclusions avec des dispositifs importants d'accompagnement, d'hébergement de personnes, de familles en difficulté. On travaille beaucoup sur la problématique de l'emploi avec des entreprises d'insertion. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est important. C'est effectivement comment ce secteur de l'insertion par l'activité économique, comme on l'appelle, peut se décloisonner. C'est-à-dire que c'est un petit secteur aujourd'hui en termes d'emploi, mais qui, je pense, montre la voie. Nous, on le fait depuis plusieurs années dans la restauration, dans le bâtiment. Voilà, on a des personnes qui encadrent des personnes qui sont en difficulté avec leur recherche de travail, des jeunes sans formation, des sortants de prison, etc. etc. Et du coup, la question, c'est, ça avance, mais c'est comment les entreprises classiques peuvent davantage intégrer et s'inspirer justement de ce secteur de l'insertion pour recruter et former des personnes en difficulté. Alors on sait très bien que ça peut être compliqué pour des PME et les grandes entreprises quand même commencent, elles, à réfléchir à ce sujet-là, mais je pense que comme sur le sujet environnemental, sur le sujet de la lutte contre la pauvreté et les inégalités, je pense qu'il faut qu'on réussisse à faire en sorte que tout le monde ait envie de s'y mettre. Voilà. Les entreprises, même à titre individuel, je pense qu'avec le développement du parrainage, du mentorat, moi je parraine un gamin en difficulté et je pense qu'on est de plus en plus aussi à le faire parce qu'il y a cette question aussi de comment on permet à des personnes comment on leur partage un réseau, comment on va les aider à s'orienter. Je pense que c'est ça aussi, c'est-à-dire que l'exclusion, ce qui est terrible, c'est aussi le vase clos dans lequel ces personnes peuvent être. Et je pense que parfois, simplement, partager un réseau, donner des conseils, ou simplement passer du temps avec des personnes en difficulté, je pense que c'est vraiment très, très important. Et si toutes les entreprises s'y mettent, avec leurs moyens, à leur échelle, je pense que là aussi c'est quelque chose qui est important de dire non plus pour ne pas culpabiliser ceux qui n'auraient pas forcément les moyens ou le temps pour faire des choses. Mais petit à petit, chacun individuellement dans son organisation, dans son entreprise, je pense que si on se met évidemment sur la question environnementale, mais sur aussi cette question de comment je peux aider plein de personnes, ça dépend encore une fois de la taille de mon entreprise. On sait déjà, c'est super que le temps des fondations d'entreprises qui donnaient des petites subventions par-ci par-là commence à être révolu. C'est-à-dire qu'on a des grandes entreprises, et il faut continuer dans ce mouvement-là, qui vont avoir des projets avec des sommes qui sont parfois très conséquentes pour mettre en place, souvent dans de la co-construction avec les pouvoirs publics et avec des entreprises sociales comme le groupe SOS. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut encourager. Moi, je crois beaucoup, et on en a besoin dans notre société, on voit à quel point on en manque, au dialogue et à la construction entre des acteurs
qui, historiquement, pourraient paraître ne pas avoir grand-chose à se dire ensemble. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'associations qui refusaient de travailler avec le monde de l'entreprise. Heureusement, tout ça est en train de changer. Et puis, je pense qu'il faut sans doute aussi, d'un point de vue peut-être un petit peu plus philosophique, mais c'est très lié, et je pense que c'est très important pour ceux qui travaillent et celles qui travaillent avec des enfants, des adolescents, des futurs professionnels, travailler sur aussi la définition de la réussite. C'est quoi la réussite dans notre société aujourd'hui? Et on est parti d'un modèle hyper individualiste où quand même, à un moment donné, réussir, c'était gagner le plus d'argent possible, c'était avoir le plus de responsabilités possible. Et moi, je suis pour avoir des responsabilités, gagner correctement sa vie. Mais je pense qu'à un moment donné, la réussite, c'est peut-être aussi être utile aux autres, être utile à la planète. Et je pense qu'on voit quand même qu'on est aujourd'hui dans une société où il y a pas mal de personnes qui manquent de sens. Enfin, c'est criant, il y a quelque chose qui se passe en termes de tension, d'agressivité. Et je pense qu'il y a sans doute aussi derrière quelque chose qui relève de ce manque de sens. Et voilà, peut-être redéfinir la réussite aussi comme étant une façon de réussir sa vie, y compris professionnel, c'est peut-être aussi avoir un impact positif sur la vie des autres, quoi. Merci. Pierre Ferracci, revenons à la question de ce débat. Les entreprises sont-elles à la hauteur de leur responsabilité sociétale? Vous, en tant que patron, vos salariés, ils vous pressurent beaucoup sur ce sujet-là. Ils vous disent soit à la hauteur de ta responsabilité sociétale, ou est-ce qu'ils s'occupent principalement d'avoir un métier intéressant et un salaire décent? Il se trouve que le groupe Alpha travaille beaucoup sur des enjeux de dialogue social, d'accompagnement dans le retour à l'emploi, de formation professionnelle, de handicap aussi. Donc il y a des enjeux d'inclusion aussi et de rééquilibrage dans l'entreprise qui sont le quotidien de tous les consultants du groupe Alpha. On est à peu près 1 millier. Ça rend exigeant aussi après sur le fonctionnement du groupe lui-même. Forcément. Et on ne peut pas à la fois défendre une certaine vision de l'entreprise quand on intervient soit auprès de représentants du personnel, soit auprès de collectivités locales, soit auprès des entreprises elles-mêmes pour développer une politique un peu plus hardie de handicap, pour parler d'égalité professionnelle et autrement que de façon conceptuelle, et ne pas être ensuite interpellé dans sa propre entreprise. Donc on est amené à trouver des équilibres. En plus, je pense qu'il y a, Nicolas le disait, il y a aujourd'hui, notamment du côté des jeunes, un souci de trouver un autre équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, en tout cas de donner du sens à ce qu'on fait sur le plan professionnel pour qu'on ne soit pas en rupture avec la conception qu'on peut avoir en tant que citoyen sur des enjeux environnementaux, sur des enjeux sociaux. Donc oui, il y a une interpellation beaucoup plus forte. Bon, de la même façon que je suis fier aussi, puisque vous avez évoqué mon autre activité dans le football professionnel. D'abord, on est un club formateur, très formateur, et puis on a la chance d'être le club le plus féminisé de tous les clubs professionnels, puisqu'on consacre la plus grosse partie de notre budget aux sections féminines, les plus jeunes comme les moins jeunes. Donc moi j'essaye aussi dans le fonctionnement des différentes entreprises où j'agis de trouver ces équilibres-là. C'est pas toujours facile. Il se trouve que je viens de passer le témoin à une directrice générale là, pour la suite de l'aventure du groupe Alpha. Et il se trouve que dans les organes de direction du groupe Alpha aussi, il y a cet équilibre aussi qu'on trouve entre hommes et femmes. Pas forcément dans une logique de quota. Moi, j'ai toujours été un petit peu sceptique sur cette façon d'imposer des choses qui devraient être plus naturelles. Mais tout simplement en réfléchissant à des choses logiques, de bon sens, et qui font qu'à l'arrivée, les femmes pèsent autant que les hommes. Et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, il faut qu'on fasse aussi une place à ceux qui sont plus démunis face à l'enjeu d'emploi, face à l'enjeu de compétences. Il faut les aider à monter en compétences et il faut les aider parfois à trouver une place dans les entreprises qui est peut-être un peu moins rentable que certaines autres compétences, mais qui est tout aussi utile pour la société, pour l'entreprise elle-même. Et ça, c'est sans doute un des sujets majeurs de demain, parce qu'on ne va pas faire baisser le nombre de 10 millions. 10 millions, c'est effarant pour un pays comme la France. On ne va pas faire baisser ce seuil-là si tout le monde ne s'y met pas, et notamment si les entreprises ne s'y mettent pas. Marie-Alette, justement, on va peut-être terminer avec vous. Sur cette question-là, vous êtes dans une organisation qui s'occupe des gens qui sont extrêmement pauvres, vous avez besoin des entreprises. D'abord, de quoi avez-vous besoin exactement? Et puis, deuxièmement, est-ce que vous avez un profil type de l'entreprise qui va vous aider, qui dialogue bien avec vous, qui embauche les personnes dont vous vous occupez? Est-ce qu'une entreprise, pour embaucher des personnes issues de l'extrême pauvreté, doit changer, ou est-ce qu'elle peut rester identique et les embaucher quand même? Vous voyez, on cherche à avoir un peu la typologie des entreprises qui va fonctionner avec ATD Quart Monde.
C'est pas avec ATD Quart Monde, c'est avec les personnes qui vivent dans la pauvreté ou dans la grande pauvreté dans notre pays. C'est vraiment très important si on veut pas continuer dans cette société avec une augmentation sans cesse de la pauvreté et de 9 millions, passer à 10 millions, à 12 millions. C'est pas possible de laisser autant de personnes sur le bord du chemin. Ça, ce n'est pas possible. Alors, il n'y a pas de recette miracle, mais vous le disiez à l'instant, c'est une autre manière de faire, d'accueillir ces personnes, de prendre du temps. Je dirais qu'une des premières choses pour les entreprises, c'est la notion de temps vis-à-vis de ces personnes. Parce qu'il faut du temps pour oser reprendre confiance en soi pour aller travailler dans une entreprise. Quand on a été exclu pendant des années, quand on a eu des années d'une vie complètement en dehors de tous et où on a été rejeté de tous pendant ces années, eh bien, il faut que l'entreprise vraiment ait cette notion de temps, c'est-à-dire d'oser prendre plus de temps avec ces personnes-là, oser leur donner de la chance sur un temps un peu plus long. Oui, ils vont avoir des horaires un petit peu plus souples. Oui, mais c'est dans un dialogue. C'est pas je suis très souple parce que lui il vient de la grande pauvreté et tout d'un coup on va lui... Non, c'est un dialogue, ce sont des choses qui se construisent ensemble. Et ça, nous, quand je vous parlais de cette proposition de formation au début de la part de Travailler et Apprendre Ensemble, cette entreprise, c'est une entreprise très particulière où nous embauchons d'abord des personnes qui sont issues de la grande pauvreté et d'autres personnes qui viennent des entreprises du monde, vraiment des cadres, voilà, des gens très divers, qui viennent travailler dans cette entreprise pour apprendre à travailler ensemble, pour apprendre à vivre ensemble. Parce que c'est ça, en fait, qui nous manque dans notre société. C'est qu'il faut que nous apprenions à nous connaître pour nous reconnaître et pour arriver à travailler ensemble et à faire société ensemble. Donc, je me permets d'insister sur cette notion de temps. Les entreprises en manquent certainement et sont toujours en train de chercher un peu comment, au contraire, essayer d'aller plus vite pour avancer. Si on ne veut pas perdre ces 10 millions de personnes, la notion de temps, elle est absolument essentielle. L'entreprise doit faire une petite révolution culturelle sur cette question du temps pour accueillir. Je crois. L'entreprise et chacun de nous, comme vous le disiez, c'est très important. Chacun de nous peut agir. L'entreprise peut et doit agir au quotidien, mais chacun de nous peut agir aussi. C'est le regard que nous portons les uns sur les autres, que nous osons porter les uns sur les autres, et le dialogue que nous osons avoir les uns avec les autres, qui est très important. Merci beaucoup. Non, je crois que l'entreprise, pour compléter ce que vous dites, doit aussi, il y a le temps. Il faut prendre un peu de temps aussi pour traiter certains sujets. Mais je pense qu'il y a une question qui est posée aujourd'hui. J'évoquais le sujet des inégalités. Il y a une question de partage de la valeur aujourd'hui qui est posée dans l'entreprise. En tout cas, dans l'entreprise privée. Dans l'économie sociale, il y a déjà une forme de partage de la valeur puisqu'on fonctionne selon des critères qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais partage de la valeur, ça veut dire le rapport entre les profits et les salaires. Ça veut dire peut-être aussi, parce que ça dépasse la question des revenus, des enjeux patrimoniaux. Moi, en tant que citoyen, je suis assez favorable à la remontée des droits de succession, quoi qu'on en dise. Alors, à partir d'un certain seuil, il ne s'agit pas d'aller taxer le petit qui a sué le petit employé. Ce n'est pas péjoratif ce que je dis, mais enfin la catégorie modeste qui a sué toute la vie pour transmettre un petit patrimoine à ses enfants. Mais à partir d'un certain seuil, ça vient même dans des pays très libéraux comme les États-Unis, il faut transmettre plus à la société, et donc il faut transmettre moins aux héritiers, pour des raisons tout à fait évidentes. À partir d'un certain seuil, la lutte contre les inégalités passera aussi par une répartition autre du patrimoine et pas simplement des revenus. Donc c'est aussi ça qui est en jeu dans le rapport entre l'entreprise et la société de demain. Tellement d'accord. Juste un exemple, j'ai croisé récemment des entrepreneurs membres du CJD à Nantes. Et ils ont eu l'idée, en fait, je ne sais plus comment leur est venue l'idée, mais en tout cas, ils ont créé une association qui s'appelle les Bureaux du Cœur. Et en fait, c'est des entrepreneurs qui ne sont pas des philanthropes, qui ne sont pas des militants associatifs, mais qui, à un moment donné, se sont dit qu'est-ce qu'on peut faire justement face à ces inégalités, cette pauvreté qu'on croise tous, malheureusement, aujourd'hui beaucoup dans nos vies quotidiennes. Et donc, ils se sont interrogés. Ils ont interrogé des associations. C'est là où je pense qu'il faut justement reparler de dialogue, de construction entre des acteurs qui sont différents pour voir comment on peut aider. Et puis ils se sont dit, on a des bureaux, la nuit ils sont vides, ils sont chauffés. Est-ce qu'on ne pourrait pas accueillir chacun dans nos entreprises une personne sans domicile ?
Et ils l'ont fait justement en étant accompagnés par des associations de lutte contre la précarité. Et voilà, et ça fait plusieurs mois, voire 1 an ou 2, que chaque nuit, ils hébergent une personne sans domicile dans leur bureau. Ils sont, je ne sais plus, une quinzaine ou une vingtaine. Ça commence à se développer, à faire et à essaimer un peu partout en France. Voilà, c'est un exemple. Il y en aurait beaucoup d'autres. Mais quand on veut être utile, je pense qu'on finit par trouver une façon de le faire. Et évidemment, les entreprises, avec le nombre de salariés, le poids économique du monde de l'entreprise, on voit bien le potentiel. Même si, alors après, il faut aussi dire que, enfin voilà, les entrepreneurs des petites entreprises, il y a déjà plein de héros du quotidien chez les chefs d'entreprise qui réussissent à pérenniser, à développer leur entreprise, à payer leurs salariés. Voilà. Enfin, je pense qu'il faut aussi faire attention de ne pas avoir un discours qui pourrait culpabiliser certains chefs d'entreprise, et notamment dans les toutes petites entreprises qui sont déjà parfois incroyables dans le fait de mener leur activité économique. Mais voilà, chacun en tout cas peut et doit, je pense, par rapport aux enjeux, réfléchir en tout cas à comment je peux être utile sur ces questions environnementale et lutte contre les exclusions. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Cette table ronde est terminée. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci à Nicolas, Marie-Alette et Pierre.